Bonsoir Benjamin Morel, Bonsoir. merci de revenir parmi nous. C'est toujours un plaisir. Vous étiez déjà venu pour nous parler d'ethno-régionalisme. Ce soir, nous vous accueillons pour une proposition très complète sur la réforme des institutions. Et je vais commencer par le titre qui m'intéresse tout particulièrement, Rompre avec la monocratie présidentielle. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris comme titre Rompre avec la monarchie présidentielle? Parce que c'est en général ce qu'on dit quand on n'est pas content de la Ve République. On dit c'est une monarchie, il faut changer tout ça. Et on développe un certain nombre d'arguments et on dit on va faire la Sixième République. Alors vous, non, vous prenez le terme de monocratie qui est peu répandu. Expliquez-nous pourquoi. C'est une très très bonne question. Pendant des années, je continue d'ailleurs, quand je donne des sujets d'entraînement à mes étudiants de L1 en droit constitutionnel, j'aime beaucoup leur donner un sujet qui est la Ve République, une monarchie présidentielle ou une monarchie républicaine. C'est un sujet qui est extrêmement intéressant pour les obliger à définir les termes du sujet. Parce que la notion de monarchie peut renvoyer, s'ils s'intéressent notamment au droit comparé, à l'Espagne, à la Grande-Bretagne, à des régimes où le roi règne mais ne gouverne pas, ou ça peut renvoyer évidemment à la monarchie absolue. Et donc ce faisant, la définition même du sujet entraîne un développement totalement différent qui, en aucun cas, n'est faux ou vrai, mais tout dépend de la définition et ça peut mener sur des chemins qui peuvent être des chemins très divergents. Donc la notion de monarchie employée dans un terme, dans une acceptation, je dirais, métaphorique ou symbolique, n'a pas vraiment directement d'impact sur la définition du sujet. On se trompe, à mon avis, en parlant de monarchie républicaine. Parce que le président de la Troisième République, c'est un roi de substitution. C'est-à-dire qu'on va lui donner les pouvoirs et les compétences du roi au début de la Troisième République, qui était pensée comme une monarchie à l'origine, mais finalement, pas de rétablissement de la monarchie, donc république. La notion de monocratie est beaucoup plus parlante en réalité, parce que derrière le cratie, il y a le pouvoir. Et derrière le mono, il y a un seul. Or, si on veut clairement définir aujourd'hui, non pas ce qu'est la constitution de la Ve République, mais la pratique sous la Ve République, on a en effet cette concentration du pouvoir dans les mains d'un seul, sans quoi le titre me paraissait plus clair et touchant plus au but. Je souscris d'autant plus à ce que vous dites qu'en rendant compte d'un colloque sur les 60 ans de la Ve République, j'avais dit, en guise de provocation, mais ce n'était pas faux, que tous les participants étaient d'accord sur un point, c'est que la Ve République était une monarchie républicaine, démocratique et parlementaire. Bon, à l'origine. Ensuite, les choses ont évolué. Alors, pourquoi aussi, dans vos propositions, pourquoi est-ce que, comme beaucoup d'autres, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg autrefois, peut-être maintenant encore, je ne sais pas, pourquoi ne pas parler d'une Sixième République? Dire on change tout et on va inventer quelque chose de beaucoup mieux. Moi, ce qui me marque dans la rhétorique sur la Sixième République, je ne suis pas opposé a priori à la Sixième République, je n'en suis pas non plus un partisan échevelé. Mais quand on parle de Sixième République, souvent on ne qualifie pas ce qu'elle serait. Il y a une sorte de pensée magique. Si jamais on passe à une nouvelle République, tout d'un coup, tout sera différent. Mais cette Sixième République, elle peut être encore plus présidentielle, elle peut être parlementaire, elle peut être tout ce qu'on veut. Donc on charrie des fantasmes, mais fondamentalement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on veut mettre dedans? Si l'objectif, c'est simplement de se faire plaisir avec des symboles, de modifier des ordinaux, à ce moment-là, on peut parler de Sixième République. Mais si jamais on veut être pratique et qu'on veut considérer que ce qui compte, c'est un équilibre des pouvoirs, la Ve République, c'est une quatrième amendée, qui n'est elle-même qu'une troisième modifiée. On reprend un peu les mêmes fondamentaux, on reprend les mêmes organes, on reprend la même organisation des pouvoirs, mais on change un petit peu la discrète mécanique qui fait que tout d'un coup, les rapports de pouvoir peuvent évoluer. Donc si on devait faire une Sixième République demain, il est assez probable qu'on reprenne la Constitution de la Cinquième et qu'on modifie quelques virgules, au fond. Donc plutôt que de s'intéresser d'abord à l'ordinal, s'intéresser à l'équilibre des pouvoirs, s'intéresser aux rapports de force qui peuvent être très minimes du point de vue des évolutions législatives, réglementaires ou constitutionnelles, ça m'apparaît ce qu'il y a de plus important. Vous dites aussi, et c'est rarement souligné, que quand on écrit une constitution, on pense à un mode de relation entre les pouvoirs qui en fait ne fonctionne pas comme cela dès qu'on met en œuvre la Constitution. D'ailleurs, c'est un peu le cas de la Ve République, qu'elle aime beaucoup, puisqu'on pensait que ce serait
une constitution qui permettrait au Premier ministre de gouverner effectivement. Et je me souviens que le Parti radical était tout à fait pour cette constitution, pour l'article 20 qui définit justement la mission du gouvernement. Puis on s'est aperçu que ce n'était pas ça, que ça se passait autrement. Mais c'était la grande volonté de Michel Debré lui-même. Debré envisageait la Ve République comme d'abord un régime à l'anglaise, avec un Premier ministre fort et un président au-dessus des partis. Évidemment, De Gaulle, oui, mais après De Gaulle, tout le monde pensait, d'ailleurs de manière générale dans le paysage politique, que l'après De Gaulle serait un retour à un régime parlementaire avec un Premier ministre fort sur le mode de l'Angleterre. La Quatrième République est pensée comme étant une république très stable, dans les mains de l'exécutif, appuyé par les partis. Un régime de coalition, comme on peut le connaître dans d'autres pays européens. Des constitutions plus anciennes, idem pour la Troisième République, idem même pour des constitutions non républicaines. La constitution du consulat, c'est Sieyès. Sieyès ne pensait absolument pas que tout ça allait dériver dans le bonapartisme et l'Empire. Donc on voit qu'en réalité, les nomothètes, ceux qui vont penser la constitution, l'écrire, sont de très très mauvais oracles sur ce que deviendra le texte quelques années plus tard. Très rapidement, ce texte leur échappe, et c'est les rapports de force, les rapports de légitimité entre organes et entre personnalités qui donnent vraiment le là du régime. Alors, on va parler de cette monocratie. On sait tous comment tout cela a évolué depuis un certain nombre d'années. Vous abordez différents thèmes. Je vais les prendre un petit peu différemment du plan de votre livre, en commençant par la fonction présidentielle. Donc, la question des pouvoirs du président de la République. Dans votre livre, vous dites que finalement, le président de la République, si on lit la Constitution, il a peu de pouvoirs et qu'il en a pris beaucoup. En fait, le président de la République a des pouvoirs qui sont des pouvoirs d'exception. Il est pensé à la fois comme un pouvoir neutre, tel que pouvait le définir Benjamin Constant, c'est-à-dire un pouvoir qui va intervenir dans le champ politique en période de crise, une forme de Cincinnatus qui, abandonnant sa charrue, va sauver la République à travers l'article 16, ou bien, en cas de conflit entre les organes, va trancher en appelant au peuple, c'est le référendum, trancher en jouant son rôle de gardien de la Constitution. Mais c'est absolument pas un président qui a les pouvoirs en droit pour gouverner. Même d'ailleurs, il en a même moins que celui de la Troisième République. Le pouvoir réglementaire sous la Troisième République, il appartient au président de la République. Sous la Troisième République, le président a en fait beaucoup plus de moyens d'action concrets. Or, aujourd'hui, il n'en a pas en droit, mais en revanche, il a la légitimité. Et cette légitimité-là, le fait qui plus est d'avoir une majorité présidentielle élue dans son sillage et souvent absolue, fait que qui contrôle l'Élysée contrôle le Palais Bourbon, qui contrôle le Palais Bourbon contrôle Matignon, qui contrôle Matignon contrôle l'administration. Donc si je contrôle l'Élysée, je monopolise en réalité tous les pouvoirs, bien plus que le président des États-Unis, qui lui va avoir des contre-pouvoirs. Souvent, à mes étudiants de L1, je leur dis, je vais vous faire le manuel, mais en master, je vous déniaiserai. Parce qu'au niveau master, on détruit ce qu'il y a dans les manuels. Et notamment, par exemple, la notion de régime semi-présidentiel qui n'a aucun sens. Ça voudrait dire qu'on aurait un régime qui serait à mi-chemin entre un régime présidentiel et un régime parlementaire. C'est pas vrai. En fait, le président de la République a beaucoup plus de pouvoir que dans un régime présidentiel de type américain. En droit, il en a autant que dans un régime parlementaire relativement classique. Donc on voit que là-dessus, le problème n'est pas tant aujourd'hui dans le texte, mais dans la pratique du texte. Et si on doit faire évoluer le texte, plutôt que de dire tabula rasa, il faut se poser la question des choses que l'on peut faire bouger pour obliger le politique à faire évoluer ses pratiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire bouger quant à la fonction présidentielle ? Alors, ça dépend en fait beaucoup de ce rapport que j'esquissais tout à l'heure, c'est-à-dire que le problème, c'est le lien entre l'Élysée et le Palais Bourbon. Au fond, la révolution, si on veut la faire d'un point de vue institutionnel, elle se fait dans la rupture entre la majorité présidentielle et l'Élysée. Vous voyez actuellement la période où on a une majorité relative et tout d'un coup, Bonaparte se retrouve relativement embêté pour jouer les sauveurs parce que la majorité ne le suit pas, il n'a pas la majorité. Donc si jamais vous avez une majorité qui est une majorité alternative, à ce moment-là tout change. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques années au Portugal. Au Portugal, le président est élu au suffrage universel direct. Mais au Portugal, vous n'avez pas de mode de scrutin majoritaire. D'où l'importance du mode de scrutin selon moi. Et donc, ce faisant, il n'y a pas de majorité absolue dans les mains du président.
Et donc, le président n'a pas de pouvoir extraordinaire. Notre président n'est pas le seul à avoir été élu au suffrage universel direct. C'est le cas également en Autriche, c'est le cas en Finlande et c'est le cas au Portugal. Il y a quelques années au Portugal, on est dans une période de cohabitation, on aurait dit en France. Vous avez un Premier ministre de gauche et un président de droite. Que fait le Premier ministre de gauche? Eh bien, il dit, voyez, le type avec qui je gouverne depuis quelques années, eh ben, votez pour lui, parce qu'il ne fait pas un mauvais président, il joue bien le rôle d'arbitre. Moi, je veux rester Premier ministre. Jospin aurait pu le faire en 2002. Ça aurait été une vraie révolution institutionnelle parce que la troisième cohabitation montre que le pouvoir, au fond, est à Matignon. Mais dans une perspective politique très 5e République, où il s'agit de prendre le costume du général de Gaulle, même si en réalité le pouvoir ne s'y trouve pas, eh bien vous ne pouvez pas vous empêcher de vous présenter à la présidentielle si jamais vous voulez vraiment incarner le pouvoir. Ce rapport entre élection présidentielle, suffrage universel direct et légitimité, il n'est pas inhérent à l'élection, il est inhérent à une façon de concevoir l'élection. Alors que dites-vous de l'élection du président au suffrage universel? Et que proposez-vous dans ce domaine? Alors c'est très compliqué de revenir sur ce qui apparaît aux Français à tort ou à raison comme un acquis démocratique. Dans l'idéal, je ne pense pas que la réforme de 62 ait vraiment profité à la démocratie française. Après, si on veut être tout à fait honnête aujourd'hui, dire aux Français qu'on va supprimer cette élection est probablement quelque chose d'impossible. Parce que, sauf à ce que demain, il y ait vraiment un événement politique qui fâcherait les Français définitivement avec la fonction présidentielle, la réalité c'est que se prononcer pour la plus haute fonction de l'État est vu comme étant un acquis sur lequel on peut difficilement revenir. En revanche, on peut faire bouger un certain nombre de choses. Et notamment si on considère que le pouvoir vient du télescopage entre, d'un côté, les élections présidentielles et de l'autre, les élections législatives. Là, on peut agir sur le mode de scrutin, parce qu'il y a en effet cette double peine, élection au suffrage universel direct et mode de scrutin majoritaire, avec une distorsion qui crée des majorités absolues. Donc pas besoin de rentrer dans une logique de coalition. Le programme de la présidentielle sera le programme des législatives. On peut jouer sur le calendrier. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les législatives avant ou pendant les présidentielles pour éviter cet effet de vague? On peut également jouer potentiellement sur certains éléments du mode de scrutin. Et là, on a un certain nombre de modes de scrutin alternatifs au scrutin majoritaire à 2 tours qu'on utilise pour les présidentielles. Je pense au jugement majoritaire, etc., qui peuvent être relativement imparfaits à bien des aspects, mais qui permettent non pas d'élire celui qui apparaît comme un nouveau Bonaparte, mais celui qui peut être le plus consensuel. Or, ce que l'on cherche, encore une fois, dans un président de la République, théoriquement, c'est un juge au-dessus des partis et pas un leader fort d'opinion. Ouais, il y a tout de même la question du quinquennat. Vous êtes un peu ambigu sur le sujet. C'est quand même, ça a été une transformation quand même assez radicale de la fonction présidentielle, puisque justement elle entraîne la disparition de cette fonction. Quant à la symbolique, on a un super Premier ministre, et justement ça se passe très mal, parce que les institutions sont complètement déséquilibrées. Elles n'étaient pas tellement équilibrées avant. Elles le sont encore plus avec le quinquennat. Alors, c'est vrai, et en même temps, je serais peut-être plus modéré, pour une raison simple, c'est-à-dire que si on reprend les débats de l'époque, les arguments en faveur du quinquennat ne sont pas idiots. On a le président élu pour le plus long mandat de tout le monde occidental, avec l'Italie, qui a copié sur nous, et le Mexique, qui est à 6 ans. 5 ans, c'est déjà relativement long, quand on regarde un petit peu nos homologues occidentaux. Donc dire que 7 ans, au vu de l'accélération du temps politique, est un temps adéquat pour un président omnipotent, ça pose tout de même un certain nombre de problèmes en termes de respiration démocratique. C'est intéressant de se replonger sur les débats de l'époque, c'est-à-dire que ce qui fait l'objet à l'époque d'un conflit entre le Sénat et l'Assemblée, c'est pas la loi constitutionnelle, c'est la loi organique. Pourquoi? Parce que la loi organique prévoit le télescopage des élections. Ce qui a modifié le rapport de pouvoir, c'est pas tant qu'on élise un président pour 5 ans, c'est le fait qu'on élise un président pour 5 ans et qu'une fois qu'il est réélu, dans le mois suivant, on fait les élections législatives. Et là, on fait rentrer dans le droit un phénomène qu'on voit depuis 62, qui est l'effet ricochet d'une élection sur une autre. Si jamais je gagne les présidentielles, qu'est-ce qui se passe? On dit beaucoup les Français veulent donner une majorité au président, c'est pas vrai. En termes de sociologie électorale, à quoi on assiste? On assiste à un jeu de participation différentielle. Lors des élections présidentielles,
on a un électorat du président qui est content, il a gagné, et cet électorat va se mobiliser aux élections législatives. L'électorat de l'opposition, lui, est groggy, il a perdu. Et donc il se démobilise, tout du moins il se démobilise assez pour que l'effet de vague du scrutin majoritaire à 2 tours emporte ensuite des majorités très larges et des majorités absolues. Si vous regardez les dernières législatives, ce qui est intéressant, c'est que comme on n'a pas vraiment eu d'élections présidentielles, elles sont passées sous les radars avec l'Ukraine, etc., on n'a pas eu cet effet-là. L'électorat du président de la République s'est tout autant démobilisé que les autres, et on n'a pas eu de démobilisation des électorats d'opposition qui jugeaient qu'entre le Élysée-moi Premier ministre de Jean-Luc Mélenchon et le bon score de Marine Le Pen, il n'avait pas vraiment perdu, et donc cet électorat s'est également mobilisé. Et donc on arrive à une majorité beaucoup plus composite, ou voire même à pas de majorité du tout. Donc c'est vraiment cet effet de télescopage du point de vue de la sociologie électorale qu'il faut tenter de corriger. Oui, on peut aussi avoir des effets de réaction qu'on n'a jamais eus. Mais imaginons un extrémiste qui devient président de la République, il peut y avoir au contraire une réaction pour l'empêcher d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. C'est pas non plus complètement exclu. C'est possible, mais si vous regardez les sondages, par exemple, sur aujourd'hui le vote Rassemblement national, une majorité absolue n'est pas exclue. Et la question du mode de scrutin majoritaire à 2 tours pose la question des effets de seuil. C'est-à-dire que c'est un mode de scrutin qui est très très sensible aux effets de seuil. Tant que vous êtes en dessous d'une certaine barre, environ 30%, vous êtes structurellement sous-représenté. Quand vous passez de quelques points une certaine barre, vous pouvez facilement obtenir une majorité. Or, aujourd'hui, des partis qui peuvent atteindre 30 à 35% sont relativement nombreux dans le pays, parce qu'on a un dispatchage de l'espace politique qui fait que rien n'est tout à fait impossible. Bon, alors il y a ce point-là, mais il y a quand même, quant à la fonction présidentielle, il y a un autre point qui me paraît important, c'est que, quant justement à la question du quinquennat, le président de la République, c'est tout de même l'homme du temps long. Et s'il a un mandat plus long que celui de l'Assemblée, il est tout de même porté justement à ça, à être l'homme de l'essentiel, qui peut se dégager de la conjoncture politique, mieux anticiper, mieux jouer son rôle dans les relations internationales, etc. Alors que là, nous avons des gens, depuis Sarkozy, Hollande, qui sont complètement pris par la conjoncture et qui non seulement jouent au Premier ministre, mais jouent également au ministre. Récemment, on a eu Macron, ministre de l'Agriculture, parce qu'il y avait une révolte agricole, devenant ministre de la Défense nationale, parce que tout d'un coup, il s'est agi de dire qu'on allait envoyer des troupes en Ukraine. Donc, on voit, c'est pas seulement la personnalité de Macron, c'est qu'on a des gens qui sont complètement absorbés par l'événement, qui jouent le rôle de chef du gouvernement, et la fonction arbitrale et la fonction de la prospective, du temps long, est complètement perdue de vue. Oui. Et ça, la question de la longueur du mandat est quand même quelque chose d'important dans ce domaine-là, de la temporalité politique. C'est un élément qui peut jouer, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'élément le plus essentiel. Je crois que, et je le dis au début du livre, en fait, en règle générale, je ne l'ai pas fait sur cet entretien, mais du coup je vais le faire maintenant. Je prends toujours une précaution où je tape un peu contre mes propres tropismes, mais on ne vit pas d'abord aujourd'hui une crise des institutions. Attention, je ne dis pas que nos institutions vont bien, et soyons clairs, ce livre est là pour dire ce qu'on pourrait faire pour les réformer. On vit d'abord une crise de l'espace public. Et cette crise de l'espace public est profonde. Cette crise de l'espace public fait qu'on a un espace public fonctionnant en silo et on a un espace public fonctionnant sur l'immédiateté, avec une actualité qui fonctionne en séquence. Si vous êtes dans la séquence punaise de lit et que vous ne parlez pas des punaises de lit, vous n'existez pas. Or, le problème, c'est que entre d'un côté une transformation politique profonde, avec des partis politiques qui ont été réduits à peau de chagrin, avec une personnalisation de la vie politique, avec demander aux Français quels ministres ils connaissent, ils sont probablement peu nombreux à pouvoir en citer plus de 5. Et même ceux-là, ils en ont une vision très très distante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à part le président de la République, personne n'est identifiable. Et personne n'a vraiment de voix forte. Et donc ce faisant, c'est intéressant d'ailleurs de voir Emmanuel Macron, quand Emmanuel Macron essaye de rentrer dans une stratégie de retrait,
Et souvent, il essaye au cours du dernier quinquennat ou de ce présent quinquennat. On est toujours chez Emmanuel Macron, du point de vue de la communication politique, dans la tendance soit de mise en retrait, de légitimation, etc., presque en effet là pour le coup monarchiste, ou de l'hyper-présidentialisation. Parce qu'en réalité, c'est une injonction médiatique. Vous ne pouvez pas ne pas exister, vous ne pouvez pas ne pas répondre sur les punaises de lit, et si jamais le président ne répond pas, qui répondra? Qui sera audible pour répondre? Donc on a un problème de structuration de l'espace médiatique et politique qu'on ne connaît pas d'ailleurs qu'en France. Aux États-Unis, dans les régimes parlementaires également. On vit dans des régimes où en réalité, à part le chef du gouvernement, à part Olaf Scholz, à part Angela Merkel, à part les différents premiers ministres, la visibilité politique des autres membres du gouvernement est de plus en plus réduite. Donc cette crise profonde peut avoir, évidemment, avec la question du quinquennat-septennat, je n'ai pas d'avis tranché, vous l'avez dit au début sur quinquennat, septennat, etc. Si on a un président qui n'est pas hyper président, je vois pas non plus, j'ai pas d'opposition de principe au septennat, mais je comprends les arguments en faveur du quinquennat. Mais je pense qu'aujourd'hui, la crise est beaucoup plus profonde qu'une affaire de durée de mandat. C'est vraiment une question d'articulation entre espace public et de l'autre côté politique. La Révolution française, c'est pas d'abord des institutions. Elles arrivent tard, les institutions, elles arrivent en 91. C'est d'abord un espace public, c'est d'abord 5000 journaux, c'est d'abord des clubs qui s'ouvrent, c'est d'abord une population qui échange. Et en l'occurrence, aujourd'hui, cet espace public étant dysfonctionnel, la démocratie ne va pas bien. Oui, enfin, l'injonction médiatique à bon dos, c'est quand même le gouvernement ou l'Élysée qui dicte l'agenda médiatique sur le plan politique. Pas tant que ça. D'autre part, quand on veut changer de sujet, on change. Ou quand on a affaire à la révolte des Gilets jaunes, par exemple, on monte un spectacle, on va en province, etc. On attire les médias qui sont fascinés par ça. Et donc, on joue le jeu médiatique. Et fondamentalement, on le subit également. On joue avec. Parce que et on le maîtrise dans une large mesure. On le maîtrise pas tant que ça, je pense. C'est-à-dire vous êtes beaucoup plus dans les médias que moi. Mais... On le subit. Et d'ailleurs, les journalistes le subissent eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous voulez voir un petit peu comment ça marche, quand vous êtes sur un plateau de télévision, je ne citerai pas les plateaux de télévision en question de certaines chaînes d'infos, ils regardent BFM en direct. Parce que BFM donne le là. Ils savent à peu près combien de personnes les regardent à l'instant T. Donc ils regardent BFM pour savoir qu'est-ce qui intéresse la population. Si BFM parle de quelque chose, les autres chaînes d'information se branchent sur le quelque chose qu'évoque BFM. Ensuite, ils font des pastilles qui arrivent sur les réseaux sociaux. Ça buzz. Ils sont tout le temps en train de regarder leur téléphone pour savoir ce qui buzz. Si les réseaux sociaux en parlent, à ce moment-là, les chaînes en parlent. Et là, ça s'emballe. Et le politique suit derrière ça. Le politique ne choisit pas forcément de parler de punaise de lit ou de Pierre Palmade. Mais tout d'un coup, il y a un emballement. Et cet emballement, le politique peut l'utiliser intelligemment ou pas. Il peut considérer que, ça tombe bien, il y a Pierre Palmade, si on faisait sortir le décret dont on pensait qu'il serait une bombe. C'est une bonne idée parce qu'il ne passera totalement sous les radars, on est en séquence Pierre Palmade. Ou bien, il peut au contraire se prendre les pieds dedans, avec une séquence qu'il est incapable dans laquelle il est incapable de sortir. Et là, on a de l'habilité politique de la part de certains, de la malhabilité politique de d'autres, mais fondamentalement, le problème est systémique. Prenez par exemple la question de Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau est un génie politique. Sandrine Rousseau a compris que vous n'existez pas si vous n'êtes pas dans la provocation. Sandrine Rousseau ne pèse pas grand-chose dans son parti, elle pèse 10% à peu près. Pourtant, vous discutez dans la rue et vous dites qui incarne Europe Écologie Les Verts aujourd'hui, personne ne va vous dire Marie Toussaint. Personne ne va vous dire Marine Tondelier. On va vous dire Sandrine Rousseau. Parce que Sandrine Rousseau a compris que pour exister, il fallait buzzer. Et ça, c'est un problème. Ouais, Sandrine Rousseau, c'est du passé. Son stock de provocation, il a été très très vite, comme Zemmour d'ailleurs. Chacun a son stock de provocation qu'il diffuse pendant 3 mois. Et après, c'est fini. Les tours de malice, ils sont connus. Enfin, on va pas rentrer dans ce type de débat. Encore une fois, elle surexiste aujourd'hui encore. Mais ce qui m'inquiète, c'est ce que vous dites quant au pouvoir qui n'aurait aucun moyen, finalement, de dominer des chaînes d'information en continu qui sont peu suivies et une actualité médiatique qui, de toute façon, passe d'un sujet à l'autre dans la même journée, du fait divers, surtout le fait divers d'ailleurs, à la politique étrangère, etc. Ça me paraît pas
ça me paraît maîtrisable justement dès lors que l'institution fonctionne effectivement, sans trop regarder ce qui se passe à la télévision. Bon, c'est une opinion, Je crains d'être plus pessimiste que vous. Eh bien, bon, je me force toujours à l'optimisme. On va aborder d'autres sujets. Si, il y a tout de même un sujet que je crois vous n'abordez pas dans votre livre, c'est le président chef des armées. Bon, depuis la Troisième République et le rôle du Premier ministre dans l'organisation de la défense nationale, parce qu'il y a une dualité là. Oui. Et est-ce que vous... Et il peut y avoir des contradictions. Est-ce que vous ne traitez pas ce sujet en fait? Non, parce que c'est un sujet qui, paradoxalement, est plutôt réglé institutionnellement en faveur du Premier ministre. À part en matière nucléaire. Là, d'ailleurs, on a 2 décrets, un de 66 et l'autre de 96, si je ne m'abuse, concernant les forces de dissuasion et aériennes et ensuite et autres, généralisant en 96. La dissuasion nucléaire est dans les mains du président de la République. Pour le reste, la défense nationale appartient effectivement au Premier ministre. Prenez Noël 99. Chirac veut faire intervenir les forces françaises à Abidjan. Jospin dit non, c'est Jospin qui a raison. Parce qu'in fine, à part envoyer la garde républicaine de l'Élysée à Abidjan, avec le Air Force One présidentiel qui n'existait pas à l'époque, ça date de Sarkozy, eh bien, le président ne peut pas faire grand-chose. Celui qui tient le ministère de la Défense, celui qui a les moyens de vraiment déclencher une intervention, c'est le gouvernement. Et donc, en soi, là-dessus, il n'y a pas vraiment de rééquilibrage des pouvoirs à trouver si le gouvernement a une forme d'autonomie. Et si jamais il n'est pas soumis au président de la République. Quand Emmanuel Macron dit aujourd'hui on envoie la troupe en Ukraine potentiellement, je caricature évidemment sa position, si Gabriel Attal lui dit non, si Sébastien Lecornu dit non, Emmanuel Macron peut se rouler en boule par terre et dire mais si, la réalité c'est qu'il ne pèse rien en la matière. Donc voilà, là-dessus on est vraiment plus dans une prise de conscience politique du pouvoir du gouvernement que dans un vrai sujet constitutionnel et institutionnel. Très bien. Alors on va aborder la question du Parlement sous son double aspect, l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous abordez vous évoquez longuement la question du parlementarisme rationalisé. Alors quel destin voyez-vous à ce parlementarisme rationalisé qui a été établi avec la Ve République, d'après ce qu'on dit? Il n'a pas forcément été établi par la Ve République. La Quatrième République le pense différemment. La Quatrième République, déjà la Troisième République commence à le penser, à partir de 1935 notamment, mais la Quatrième République le pense en s'appuyant sur les partis. Le modèle traditionnel des régimes parlementaires européens, c'est des partis disciplinés fonctionnant dans des systèmes de coalition stables. Et donc à partir de là, le parti discipline le parlementaire, le groupe discipline le parlementaire et le groupe est lié au parti, les partis passent des accords et forment des coalitions et la chose est stable. Le problème de la Troisième République, c'est qu'en réalité, on dit beaucoup c'est une république des partis, c'est pas vrai. C'est une république de partis faibles. Les partis sont incapables d'imposer leur ordre à leurs parlementaires et de l'autre côté, il y a trop de déchirements entre les formations politiques alors qu'on exclut d'un côté les gaullistes et de l'autre les communistes pour qu'il puisse y avoir vraiment des coalitions stables. D'où le dysfonctionnement. La Cinquième pense une rationalisation par l'exécutif. Elle pense une rationalisation par l'exécutif, d'où le 49 alinéa 3, qui n'est pas une idée de Gaulle, c'est une idée de Plinlin et de Mollet. Parce qu'il se demande comment aurait-il fallu pour tenir mon gouvernement sous la 4ème République, et le 49 alinéa 3, à ce moment-là, s'impose. De même pour les ordonnances de l'article 47, de l'article 38, etc. Tout ça, le vote bloqué, on ne va pas faire la liste de tous les outils de rationalisation, mais tout ça est pensé pour donner les moyens au gouvernement de tenir une majorité parlementaire qu'il pense, et c'est là aussi où il ne faut pas faire d'anachronisme entre guillemets dans la manière dont on conçoit la Ve République, qu'il pense de toute façon impossible. Debré pense qu'il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée nationale. Parce qu'on met en place un mode de scrutin majoritaire à 2 tours. Mais ce mode de scrutin, il n'est pas nouveau. Il date du Second Empire.
Et la Troisième République a vécu, à part 7 ans et 10 ans au cours de son histoire, a vécu tout le temps avec un mode de scrutin majoritaire à 2 tours. Ça n'a jamais produit une majorité absolue. Pour Debré, et pour De Gaulle, et surtout pour Debré, c'est vraiment plutôt le sujet de Debré à l'époque, on va avoir une assemblée ingouvernable. Et donc, il faut donner les moyens au gouvernement de tenir cette assemblée. Maintenant, il se passe un truc en 62, télescopage des élections, encore une fois, mais là du référendum sur la législative, eh bien, on a une majorité absolue, disciplinée, la majorité des godillots, et ça va se reproduire par la suite. Et donc, on a une sorte de double rationalisation. La rationalisation par les partis qu'espérait la 4ème République, on va l'avoir, et on va avoir une rationalisation également par le gouvernement. Ce qui fait que quand on fait des comparaisons internationales aujourd'hui, on a l'un des parlements les plus faibles d'Europe, les plus faibles du monde occidental en réalité, bien plus faibles que le Parlement américain, parce que, on a justement cette conjonction des choses. Donc, si jamais on veut faire évoluer les choses, je dirais qu'il faut couper les liens qui sont les liens organiques entre aujourd'hui, d'un côté le président et de l'autre la majorité parlementaire. Et il faut donner les moyens à cette majorité parlementaire de s'émanciper quelque peu pour tout bêtement jouer son rôle, y compris dans une logique de pouvoir contre pouvoir, de contrôle du gouvernement effectif. Alors vous abordez la question de la proportionnelle, qui fait peur, puisque c'est proportionnel égale instabilité dans beaucoup de têtes. Et en fait, vous contestez ce schéma. Si vous regardez l'ensemble des pays qui nous entourent, il y a 2 pays en Europe qui ne sont pas à la proportionnelle, c'est nous et la Grande-Bretagne. Donc, je ne crois pas que l'Italie, que l'Espagne, que l'Allemagne, que l'Autriche, que les Pays-Bas, que la Belgique, etc., soient des pays plus en voie d'effondrement que nous. Donc, ce n'est pas un sujet de mode de scrutin. Il y a 1000 méthodes de proportionnel. Enfin, 1000. Il y a beaucoup de méthodes de proportionnel. D'ailleurs, le mode de scrutin le plus, de manière écrasante majoritaire qu'on connaisse, c'est un mode de scrutin proportionnel et les Français. C'est le mode de scrutin pour les municipales, avec une prime majoritaire de 50%, qui fait que de toute façon, l'opposition sera réduite à peau de chagrin, parce que, par définition, la majorité sera ultra-majoritaire. Donc vous voyez que même en France, quand on fait de la proportionnelle, on sait, entre guillemets, la rationaliser. Entre la proportionnelle à la néerlandaise et à l'israélienne, où vous n'avez pas de seuil de représentation, où tous les partis sont représentés, où il n'y a pas de prime majoritaire, et des modes de scrutin comme la proportionnelle ou municipale française, il y a des justes équilibres. On a des seuils de représentation comme les 5% en Allemagne. On a des modèles qui sont des modèles avec des primes majoritaires comme en Grèce, etc., qui permettent de conquérir une majorité quand vous avez une partie substantielle de l'électorat. On a également des modèles qui permettent de territorialiser la proportionnelle si on a peur d'un découplage entre local et national. C'est le cas également du mode de scrutin allemand, qui est vraiment un mode de scrutin intéressant. Donc, il y a beaucoup de solutions pour aménager cette proportionnelle. Ce qui est certain, c'est que la proportionnelle permet d'éviter les effets de vague extrêmement importants qu'on connaît. Or, aujourd'hui, si vous prenez 2017, avec 14% des inscrits et 30% des votants, vous obtenez 60% des députés. Alors on peut se dire, c'est magique, c'est magnifique. Et souvent, sous la Ve République, on confond stabilité parlementaire et stabilité politique. Seulement, quand vous avez une grande partie de la population qui ne se sent pas représentée, qui n'a pas voté pour la majorité en question, elle est quand même pas contente. Et au bout d'un moment, elle finit par sortir les fourches et vous vous retrouvez avec les gilets jaunes. Donc quand vous avez des identités politiques fortes, droite, gauche ou la Ve République, ça tient. Mais quand vous avez un affaiblissement des identités politiques et que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas vraiment d'alternance possible pour vous parce que vous ne vous retrouvez pas dans l'espace politique, à ce moment-là, le mode de scrutin donne l'illusion de la stabilité. Et cette illusion de la stabilité, uniquement parlementaire, n'est pas la stabilité politique. Donc une meilleure représentativité, outre le fait qu'elle n'amène pas les grenouilles, les sauterelles et la scène qui se change en sang, comme beaucoup qui parlent de proportionnel le disent, elle a des vertus plutôt stabilisatrices. Quand on prend les études internationales, on voit que c'est plus de participation. Parce qu'aujourd'hui, si je suis un électeur de gauche dans une circonscription de droite et que je suis jeune, donc j'ai un rapport plutôt opportuniste au vote, je me dis, est-ce que mon vote va servir à quelque chose ? La réalité, c'est que mon vote risque de ne servir à rien. Je sais que structurellement, c'est l'autre camp qui va l'emporter. Pourquoi est-ce que je me déplacerai ? Donc je stimule l'abstention. Ce qu'on voit dans les études internationales, c'est que c'est plus 7 points de participation dans la population générale, plus 12 points chez les jeunes, parce que les jeunes vont avoir un rapport plus opportuniste au vote. J'ai également, paradoxalement, des jeux de coalition plus stables, parce que je rentre dans une logique d'alliance entre partis,
Et cette logique d'alliance entre partis se retrouve d'un gouvernement sur l'autre de façon plus claire. Et de l'autre côté, j'ai un taux de satisfaction plus important vis-à-vis des politiques publiques parce qu'avec la proportionnelle, il y a de plus grandes chances que je fasse partie des 50% qui ont voté pour l'un des partis dans la majorité, et donc que j'ai une vision plus amène vis-à-vis de ce que fait le gouvernement. Si jamais je n'ai pas voté pour la majorité, je peux me dire que quoi qu'il se passe, c'est pas bien. En revanche, si j'ai voté pour l'un des partis qui en fait partie, à ce moment-là, la politique publique que je peux contester, elle dépend quand même un peu de mon vote. Et donc, ce faisant, j'ai un regard souvent plus nuancé, ce qui amène, en règle générale, à plus de modération politique. Alors, on va parler du Sénat. J'ai souri en lisant votre livre parce que on a souvent dit que nous, on était partisans de l'élection du Sénat à la proportionnelle intégrale. C'est d'ailleurs une idée qu'on avait empruntée à un de vos collègues qui a disparu de la scène politique, Olivier Duhamel, pour ne pas le citer. Et vous dites, ça, c'est un rêve de juriste. Bon, alors, ça m'a amusé. Il n'empêche que, alors, vous dites aussi ce qui m'a fait réfléchir, et pas seulement rire, c'est que il y a une question de légitimité. Donc, on est très sensible aux questions de légitimité, y compris celles des assemblées parlementaires, et qu'il ne faut pas jouer avec ça, et que le Sénat doit toujours être moins légitime que l'Assemblée nationale. Bon, alors je vous laisse développer, mais c'est une question que... On ne parle pas beaucoup du Sénat, vous avez fait votre thèse sur le Sénat, thèse qui est publiée d'ailleurs, que je n'ai pas encore lue et je le regrette, mais notre tradition est bicamérale depuis très très longtemps, l'orléanisme a une tradition bicamérale, donc l'avenir du Sénat nous intéresse tout particulièrement. Et que proposez-vous justement pour la Haute Assemblée ? Alors, vous l'avez dit, j'ai fait ma thèse sur le Sénat, donc par définition, j'ai un syndrome de Stockholm. Faut bien l'entendre. Alors, peut-être pour le premier aspect de la question, oui, c'est un rêve de juriste, parce que lorsque j'ai fait ma thèse, il s'agissait de définir ce qu'était une deuxième chambre. C'est pas si évident. En France, on peut se dire, évidemment, la première chambre, c'est l'Assemblée nationale, et la seconde chambre, c'est le Sénat. Très bien. Aux États-Unis, pareil, sauf qu'aux États-Unis, le Sénat a plus de pouvoir que la Chambre des représentants. Donc, déjà... ça s'appelle Sénat, donc on va le placer dans la même catégorie. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous avez des systèmes moins communs, systèmes en Asie du Sud-Est, etc. Comment savoir quelle est la première, quelle est la deuxième ? Le critère, c'est que la deuxième chambre est moins légitime que la première. Pourquoi ? Parce que souvent, dans le cas des systèmes bicaméraux, la première chambre va représenter plus intégralement la population. C'est-à-dire, elle va être plus représentative. Et ça a une raison, ça. Ça a une raison, sauf dans certains États fédéraux, notamment comme les États-Unis. C'est que souvent, la première chambre va avoir plus de pouvoir. Or, vous comprenez bien que si une institution qui est plus légitime se voit damner le pion par une institution qui l'est moins, il y a un problème démocratique. Le rêve d'Olivier Duhamel, un pays il a tenté, c'est les Philippines. Aux Philippines, on a dit, écoutez, voilà, on ne veut pas justement d'instabilité avec la proportionnelle, donc on va faire une chambre de basse élue au scrutin majoritaire, et le gouvernement va être responsable devant la chambre basse, et on va faire un Sénat élu au scrutin proportionnel, comme ça va être merveilleux, on aura plus de représentativité. Seulement, lorsque la chambre basse va être en désaccord avec la chambre haute, le peuple va prendre plutôt parti pour la chambre haute. Et donc, on crée un problème de légitimité. Et donc, qu'ont fait les Philippins au bout de quelques années ? Ils ont inversé le truc. Ils ont transformé la chambre haute en chambre basse et vice-versa. Donc, le rapport de force en termes de légitimité, et ça rejoint un peu ce qu'on disait d'ailleurs sur le président de la République, le pouvoir suit la légitimité. Quand je mets la légitimité, et c'est compliqué de définir la légitimité, de concevoir comment est-ce qu'elle se structure dans une population, quand je mets la légitimité à quelque part, au bout du compte, quoi que dise le droit, le pouvoir suit. Et donc, cette idée d'avoir tout d'un coup une très forte démocratisation du Sénat est, à mon avis, une idée qui potentiellement va être très très favorable au Palais du Luxembourg, mais peut être relativement déstabilisatrice. Ensuite, comment réformer le Sénat ?
parliez de ma thèse sur le Sénat, j'ai fait cette thèse un peu par hasard à l'origine. C'est un concours de circonstances, je ne visais pas forcément à faire une thèse sur le Sénat, j'étais plutôt favorable au monocamérisme en rentrant. Et évidemment, j'étais converti, syndrome de Stockholm aidant, en sortant. Mais souvent, au-delà de la galéjade, souvent ce que je dis en la matière, c'est que dans une république parfaite, dans un système politique parfait, on n'aurait pas besoin de Sénat. La remarque de Seyès qui disait qu'une assemblée qui a le même avis que la chambre basse est inutile et qu'une assemblée qui a un avis différent est dangereuse, s'entendrait totalement. Et dans un système où le rapport de pouvoir est aussi déséquilibré que le nôtre, avoir une assemblée qui, aussi imparfaite qu'elle soit, elle est très imparfaite, elle surreprésente non pas tant d'ailleurs la droite que le centre-droit d'un point de vue sociologique, notamment les communes riches de l'Ouest, voilà, et les communes moyennes. C'est quand même utile. C'est-à-dire que ça offre quand même un contre-feu, un contrepoids à la domination présidentielle et à cette articulation entre l'Élysée, Matignon, le Palais Bourbon. Avec le Conseil constitutionnel, c'est peut-être le seul organe qui peut être un peu en divergence et peut dire notamment en matière de réforme constitutionnelle, et le Sénat nous a quand même évité de faire de grosses bêtises depuis quelques décennies en la matière, peut dire non. Et assez autonome, quel que soit d'ailleurs le rapport de majorité, pour dire non. Donc, vouloir modifier ce contre-pouvoir très très imparfait, c'est aussi extrêmement problématique et dangereux, parce que si on le fait, on risque de l'aligner. Et si on l'aligne, eh bien c'est tout le système qui risque d'être encore plus monocratique. Donc voilà, je dis évidemment qu'on peut et qu'on doit vouloir réformer le Sénat, mais on ne doit pas le réformer seul. On doit réformer l'ensemble. Ensuite, il y a différents éléments, c'est-à-dire que si on veut réformer le Sénat, en modifiant la Constitution, on peut imaginer des évolutions du mode de scrutin. Mais penser une élection totalement différente n'est pas forcément tout à fait crédible, parce que là encore, il n'y a pas de modèle parfait, et il n'y a que des modèles imparfaits de sélection des secondes chambres. Donc on peut avoir quelque chose de plus démocratique, de plus représentatif, mais il faut quand même ne pas, entre guillemets, rentrer dans la subversion totale. Si jamais on rentre dans une logique qui n'est pas une réforme constitutionnelle, parce que je rappelle que le Sénat a quand même un droit de veto sur les réformes constitutionnelles et sur les lois organiques qui parlent de lui, il y a quand même des évolutions qui sont possibles. Et là, je ne suis pas sûr que les sénateurs sont tout à fait heureux de ce que j'ai écrit, mais il y a quand même des moyens de contourner la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment en jouant pas tant sur les élections sénatoriales en elles-mêmes, mais sur les élections municipales, dont dépend 95% du corps électoral sénatorial. On pourrait imaginer d'avoir des listes plus longues, avec des membres du conseil municipal et d'autres qui ne seraient que des grands électeurs. On pourrait imaginer également des éléments de rééquilibrage entre les départements. Bref, souvent on considère que le Sénat c'est tout ou rien. Soit on les lie en effet à la proportion du suffrage universel direct, soit on ne fait rien. Or, j'essaye de montrer dans le livre qu'il y a des modus vivendi qui peuvent quand même être intéressants et éviter aujourd'hui le caractère quand même d'une majorité structurelle qui, à part de 2011 à 2014, a tout le temps été à droite depuis l'élection d'Alain Power au plateau dans les années 60. Alors, avant-dernier point, vous dites, et c'est très bien, il faut redonner la parole au peuple. Beaucoup de gens le disent, mais vous faites des propositions extrêmement précises, et il y en a une qui m'a là encore fait sourire, c'est que vous parlez de renforcer la démocratie délibérative, et d'autre part renforcer la démocratie directe, ou établir une démocratie beaucoup plus directe. Très bien, mais quant à la démocratie délibérative, vous voulez vous appuyer sur le Conseil économique, social et environnemental, où j'ai siégé 10 ans, et j'ai convaincu mes camarades qu'au bout d'un délai raisonnable de décence, qu'il fallait supprimer cette institution. Bon, complètement voilà, héritière du corporatisme vichyste, oui, quoi qu'on en dise, et incapable de faire autre chose que des consensus à minima, donc sans grand intérêt. Voilà. Et alors vous, au contraire,
Oui, que c'est quand même une institution qui pourrait servir. J'ai un peu la même position là-dessus que les évolutions qui ont été tentées par Emmanuel Macron, qui est de dire il y a des beaux locaux, et donc on peut y faire siéger des gens. C'est pas forcément la composition actuelle, c'est plus pour accompagner des conventions citoyennes. En fait, les conventions citoyennes, type convention citoyenne pour le climat, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas de décision à la fin et vous avez, qui plus est, des gens qui délibèrent et qui sont coupés de la population parce qu'au bout d'un moment, ils délibèrent dans leur coin et donc ils se positionnent, mais ils n'emportent pas le reste du peuple avec eux. Le modèle que j'évoque, alors j'en évoque plusieurs qui sont intéressants, il y en a deux qui sont intéressants. Le premier modèle en la matière, c'est le modèle de l'Ohio. Dans l'Ohio, vous avez des référendums d'initiative citoyenne. Ces référendums d'initiative citoyenne, dès lors qu'ils sont lancés, ils donnent lieu à la réunion d'une convention. Cette convention citoyenne n'a pas pour but de se prononcer sur le fond, elle a pour but de produire des argumentaires. Ce qui fait que j'ai une délibération éclairée sur mon référendum. Un référendum, ce n'est pas un sondage d'opinion. Et un référendum, souvent on dit, oui, mais ce sont des plébiscites. Ce n'est pas vrai. Prenez le référendum de 2005. Jacques Chirac est à 36% d'opinion favorable au mois de novembre, il est toujours à 36% au mois de mars. Le oui est passé de 65 à 45%. Donc c'est pas vrai que les Français ont voté contre Jacques Chirac en 2005. Il y a eu une politisation de fond. Cette politisation, c'est toute la différence entre le sondage d'opinion, on va vous dire les Français pensent que, alors que la plupart du temps, ils ne se sont pas vraiment penchés sur la question, et donc ils ont répondu parce que derrière il y avait un bon d'achat pour du dentifrice sur Internet. Et de l'autre côté, eh bien, une opinion qui mûrit et qui là exprime la parole du souverain après, une réflexion, une délibération. Là aussi, c'est la Révolution française, c'est yes, etc. Les débats sont là pour éclairer le peuple et pour permettre in fine que ce peuple définisse l'intérêt général. Donc, tout ça est nécessaire et la Convention citoyenne telle qu'elle existe dans l'Ohio permet de politiser la campagne à travers justement un jeu d'audition avec des citoyens qui éclairent par leur délibération, en étant un échantillon représentatif, le peuple qui va regarder la Convention et ensuite les argumentaires qui vont permettre de se déterminer avec réellement une conscience des choses. Donc, si on utilise l'amphithéâtre du Conseil économique et social pour réunir ces conventions, c'est intéressant. Autre modèle qui est intéressant, c'est celui de la Belgique germanophone. En Belgique germanophone, vous avez des conventions citoyennes permanentes. Ça tourne tous les 6 mois. Ça tourne tous les 6 mois et donc il y a un suivi organique et surtout il y a des représentants des partis. Moi, représentant de la France Insoumise, du Rassemblement National, du MoDem, de qui vous voulez, j'arrive devant cette convention citoyenne et je fais des propositions, je discute avec les citoyens qui me disent « faites ce que vous dites est ridicule, etc. » Et comme je suis parlementaire, je porte également cette parole ensuite au Parlement. Et donc, il y a un échange. Souvent, on fait ça comme une légitimation, soit de décisions déjà prises, soit comme quelque chose d'antagoniste avec la représentation parlementaire. Il ne faut pas que ce soit le cas. Donc, avoir une forme de troisième chambre participative qui n'est pas de pouvoir de décider. Je suis contre une troisième chambre en tant que telle qui serait tirée au sort, mais qui a la capacité de délibérer, d'échanger avec les parlementaires et de préparer des référendums. Ça peut être très très intéressant. Et le palais d'Iéna est très, très joli, donc ce serait quand même dommage d'en faire autre chose que d'y réunir des citoyens, d'où le tropisme Conseil économique et social. Sur le reste, j'ai plutôt tendance à vous suivre et je ne suis pas sûr que malgré les bonnes intentions de certains, on arrive un jour à rénover fondamentalement cette institution dans sa forme actuelle. Très bien. Alors on va parler de la question des référendums, donc ceux qui sont prévus par la Constitution, et puis la question du RIP et du RIC. Alors, que dites-vous sur ces deux sujets ? Alors, les référendums d'initiative citoyenne, quand vous parlez à beaucoup de politiques en France, ils vous expliquent que ça va être... Alors, il y a deux options. Une partie vous explique que ça va être terrible. Là encore, c'est comme la proportionnelle. Des grenouilles vont pleuvoir sur le pays et très rapidement, on va rétablir la peine de mort, on va interdire l'IVG et on va revenir quasiment au Moyen-Âge parce que les Français sont d'horribles réactionnaires.
Une autre partie de la classe politique vous dit, moi le RIC je veux bien, par contre vous comprenez, ça c'est important, l'écologie, le droit pénal, l'immigration, ce que vous voulez, donc ça on ne va pas le soumettre à référendum parce que c'est important. On parle beaucoup de la défiance des Français vis-à-vis des élites. Je trouve que la défiance des élites vis-à-vis des Français est également très très développée, et que les deux s'enrichissent, et que peut-être d'ailleurs que la défiance des élites vis-à-vis des Français est plus importante que celle des Français vis-à-vis de leurs élites. Soyons clairs, je suis plutôt pour la consolidation de l'IVG. Je pense que la jurisprudence du Conseil constitutionnel était relativement faiblard dans la matière. La rédaction qui a été trouvée, par contre, est très ambiguë et pas terrible. Mais ce qui m'intéresse n'est pas de dire est-ce que c'est bien de l'avoir intégré ainsi ou pas, c'est plutôt la genèse du débat. On a la Cour suprême américaine qui rétropédale en matière de protection de l'IVG. On a donc un juge américain. Ce juge américain remet en cause la protection fédérale de l'IVG. Il n'y a aucun parlement aux États-Unis qui n'a remis en cause l'IVG. Il n'a jamais été remis en cause par des référendums. Première réaction en France, mais vite, donnons du pouvoir au juge. Le juge va nous sauver du méchant peuple qui demain pourrait remettre en cause l'IVG. Sauf qu'aux États-Unis, c'est le juge qui a fragilisé l'IVG. Et donc, on a une forme de paradoxe ici. On fait confiance au juge, même quand le juge fait des bêtises ailleurs, pour se garder d'un peuple qu'on pense fondamentalement dangereux, instable et réactionnaire. Aux États-Unis, où il y a beaucoup de référendums d'initiative citoyenne, on n'a jamais rétabli la peine de mort via un RIC. Pourtant, il y a eu des référendums sur la peine de mort pour son rétablissement via un RIC. On n'a jamais interdit l'IVG via un RIC. Les conséquences liées à la décision de la Cour suprême, c'est des législatures qui ont éventuellement fragilisé l'IVG. Jamais ce n'a été le cas de référendums d'initiative citoyenne, ils ont tous été négatifs. Donc le référendum d'initiative citoyenne, en règle générale, ne produit pas d'horreur. Et quand on a des horreurs, par exemple, il y a eu des propositions budgétaires un peu folles en Californie il y a quelques années, qui ont été adoptées par RIC. L'année plus tard, un autre RIC venait rétablir les choses en partant du principe que les Californiens s'étaient rendus compte que ça avait été une catastrophe. Donc là-dessus, je crois qu'il faut faire confiance à l'opinion publique dès lors qu'elle est bien formée et dès lors qu'elle n'est plus qu'opinion publique, mais qu'elle peut devenir souverain à travers une vraie campagne. Ça implique de réfléchir à la question, encore une fois, de l'organisation du référendum. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut que le référendum fasse l'objet d'une vraie campagne, qu'il y ait une structuration de la campagne, etc. Il faut que la population soit bien informée. On revient à la crise de l'espace public. Mais si c'est le cas, les décisions sont loin d'être délirantes en matière de RIC, et souvent elles sont moins délirantes que celles des juges ou des législatures. Ensuite, il y a des contraintes techniques. Et ces contraintes techniques sont notamment des contraintes, c'est un peu technique justement, mais en termes de quorum, etc. Si vous prenez par exemple ce qui a pu poser problème dans d'autres pays européens, si je mets un quorum, si je ne mets pas de quorum plutôt en matière de RIC, ça veut dire que moi, président de l'association pour la chasse au sanglier et à la loutre du Loiret, eh bien, je vais déposer ma proposition de RIC. Tous les chasseurs de sangliers du Loiret vont voter, et on aura confisqué la parole et la volonté générale en n'étant que les seuls intéressés, les seuls votants. Évidemment, mon exemple est rigolo et caricatural, même s'il ne vous fait pas très rire. Donc, on a une situation où il y a un risque à ne pas mettre de quorum. En revanche, si jamais je mets un quorum, je stimule le vote stratégique. Ça s'est passé en Roumanie et en Slovaquie. En Roumanie et en Slovaquie, si j'ai un quorum de 50%, si je dis, ben voilà, si il n'y a pas 50% de votants, à ce moment-là, le RIC échoue. Ben, qu'est-ce qui se passe? Si jamais je sais que je suis pour le non et que j'ai perdu d'avance, je n'appelle pas à voter non, j'appelle à m'abstenir. Et donc, j'ai un vote stratégique qui fait que mes RIC ne passent pas. Et pendant des années, on a été bloqué là-dessus. Ceux qui ont trouvé la solution, c'est les Estoniens, qui, en fait, ont proposé un quorum de oui. En fait, il faut que vous ayez 30% de votre corps électoral qui vote oui, et que ça fasse 50% des votants. Et donc là, on a un moyen très très technique, pas si c'est très clair mon affaire, mais ce qui montre qu'en fait, on arrive très en retard.
et que les solutions techniques que l'on vous oppose souvent en disant « Non, mais le RIC, moi je suis convaincu, vous savez, mais c'est compliqué techniquement, il y a des effets paradoxaux, etc. » Ces questions-là se sont posées ailleurs, idem pour la proportionnelle. Et qu'aujourd'hui, si on prend la peine de faire un peu de droit comparé, eh bien, on se rend compte que ces solutions existent. Et que, paradoxalement, je digresse un petit peu, mais des choses que l'on a comme fétiches, par exemple, l'un des grands sujets que j'aborde peu dans le livre, mais j'avais fait un article dans une revue scientifique il y a quelques années, le vote en ligne. Le vote en ligne, on sait que c'est problématique. D'ailleurs, les Allemands l'ont interdit et la Cour de Karlsruhe, à mon avis, le meilleur raisonnement sur le sujet de toutes les juridictions. Karlsruhe a interdit le vote électronique, pas parce que c'était dangereux, même si à chaque fois qu'aux Pays-Bas, en Suisse, les autorités publiques ont instauré le vote en ligne, ont dit « Mesdames, Messieurs les hackers, chiche, allez-y », chaque fois ça a été craqué dans la semaine. Mais, et quand vous craquez pas une urne, vous craquez l'ensemble du système. Donc vous pouvez faire Jean Lassalle président, il n'y a pas de problème. Voilà, il faut avoir conscience de l'ampleur ensuite des fraudes qui sont possibles. Mais Karlsruhe s'est pas du tout appuyé là-dessus. Karlsruhe a dit « La confiance dans la démocratie est liée au fait que je puisse voir et percevoir et contrôler moi-même le processus électoral. Autrement dit, je dois être en capacité de voir mon bulletin tomber dans l'urne et d'assister à tout le processus jusqu'au dépouillement. Si je vois ça, je peux croire. Et si je ne le fais pas, je peux penser que quelqu'un d'autre le fera. Et donc, le processus est crédible. Et donc, la confiance dans la démocratie, la confiance légitime, c'est le terme de Karlsruhe, peut être possible. Si jamais je ne comprends pas l'ensemble de la chose, même si certains vont me dire, parce qu'ils sont très intelligents informaticiens, t'inquiète, ça va marcher. Si je ne suis pas capable de moi-même contrôler, de le voir de mes yeux, le doute est possible. Le doute est possible, le doute est légitime. Et si le doute est légitime, alors je peux croire qu'en effet, Emmanuel Macron n'est pas président de la République, que le deuxième tour opposait Jean Lassalle et Nathalie Arthaud, et que Jean Lassalle l'a emporté à 52% contre Nathalie Arthaud, mais que l'on nous ment. Et ce faisant, je ne peux pas prouver de manière rationnelle, absolue à la personne qui me racontera ça qu'il a tort. Parce que je peux lui présenter des équations, mais il ne me croira pas, il n'est pas capable de les refaire. Donc, si on veut que la démocratie fonctionne, il ne faut pas faire ça. Mais lorsque vous discutez aujourd'hui, y compris à d'éminents collègues, des sujets d'abstention, etc., ils vous disent « Non, mais vous savez, si on fait le vote électronique, demain, les jeunes, ils vont voter. » Le fait de ne pas prendre 15 minutes pour aller voter dans le bureau de vote juste à côté de chez soi tous les 3 ans, 4 ans, ne me semble pas être un problème de médium. Ça me semble être un problème d'investissement dans la vie politique. Mais pourtant, c'est une forme de solution magique. Donc, je digresse là-dessus parce que ça me semble important, tout bêtement, parce que les fétiches que l'on a, en fait, on fonctionne sur un mode très fétichiste. Il y a d'un côté des mauvaises solutions, mais que l'on met en exergue de manière quasiment naturelle, le vote électronique en est une, et il y a des solutions qui sont employées partout, qui n'apparaissent pas comme étant fondamentalement dangereuses, qui n'ont pas amené à l'effondrement des démocraties, le RIC, la proportionnelle, qui au contraire apparaissent comme des choses totalement inimaginables et fondamentalement déstabilisatrices. Et ça, cette rigidité intellectuelle d'une grande partie des élites françaises, universitaires, médiatiques et politiques, elle est quand même, je crois, extrêmement dommageable et elle explique beaucoup de nos scléroses. Merci beaucoup. Merci à vous. Benjamin. On va passer aux questions, je vous en prie. Je vais parler du contrôle de constitutionnalité, du Conseil constitutionnel, parce que terminer là-dessus, c'était peut-être un peu dur. Encore qu'on a eu une conférence l'année dernière de Laureline Fontaine sur le sujet, mais on peut aborder toutes les questions que je n'ai pas abordées dans l'entretien. Je vous en prie. Aujourd'hui, on parle de donner une plus grande autonomie à la Corse. C'est un sujet qui me poursuit. Écoutez, je pourrais vous répondre longuement, parce que c'est partie des sujets sur lesquels j'étais intervenu précédemment pour mon précédent livre, et sur lequel, évidemment, je m'investis beaucoup actuellement.
Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ce qui est proposé est assez grave. D'accord ? Si je prends l'article proposé par le gouvernement propose de constitutionnaliser l'existence d'une communauté culturelle, linguistique, historique, développant un lien particulier avec sa terre. Le lien particulier avec sa terre, c'est pas quelque chose qui a à voir avec le maréchal Pétain. Souvent, on renvoie cette partie de la disposition à Pétain. C'est pas le cas, ça renvoie aux accords de Nouméa. La Nouvelle-Calédonie, je le rappelle, est une colonie. C'est une colonie reconnue par l'ONU comme étant une colonie. C'est une colonie dans laquelle on a restreint le suffrage universel direct parce que c'est une colonie et que l'on ne veut pas de peuplement colonial en Nouvelle-Calédonie. Donc on est en train de plaquer un statut colonial à la Corse. L'autonomie législative et le fait qu'on rompe l'unité du législateur, ça aussi, ça relève du droit colonial. L'unité du législateur, ça date de la nuit du 4 août 89. Pourquoi ? Parce que c'est une garantie de la liberté. À l'époque, on considère que le législateur doit être un, tout bêtement, parce que si jamais la loi que je vote ne m'est pas applicable, il y a une rupture de l'égalité, et derrière, il y a une capacité à oppresser. L'unité du législateur, c'est la condition et de l'égalité et de la liberté. Si jamais la loi auquel je concours est applicable à un autre et pas à moi, j'utilise la loi comme instrument d'oppression. C'est la constituante qui vote ça. C'est pas une assemblée de jacobins échevelés. L'indivisibilité de la République, c'est d'ailleurs la Convention girondine. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, ni Charles X, ni Napoléon Ier ne le remettront en cause. Sauf, dans 2 cas, la colonisation. Parce que là, en effet, j'ai des peuples que j'assume d'oppresser. Et donc, ce faisant, je peux voter une loi auxquelles ils ne concourront pas, mais que je leur appliquerai, et Vichy. Donc là, on remet en cause ça aujourd'hui. Et ça, c'est fondamentalement problématique et dangereux. L'autre élément, c'est que, je recite l'alinéa 1er, communauté culturelle, communauté historique, linguistique et culturelle, auquel j'accorde un pouvoir législatif. Quand on utilise la notion de communautarisme en droit, et qu'on essaye d'en développer une interprétation juridique, on se réfère à la décision du Conseil constitutionnel de 1999. À l'époque, le Conseil constitutionnel définit le communautarisme comme étant des spécificités culturelles linguistiques ouvrant des droits qui sont des droits collectifs. On est en train de constitutionnaliser le communautarisme. C'est texto la définition du communautarisme. Et le gouvernement propose de la mettre dans la Constitution. Je suis enseignant en droit, c'est un numéro que j'ai fait quelques fois, mais il m'apparaît fondamentalement révélateur. Quand j'ai un étudiant qui vient me voir et qui me fait « Monsieur Morel, je veux que ma communauté soit reconnue ». Pour l'instant, ma réponse est toute faite. Je lui dis « La République est universaliste. Elle ne reconnaît que des citoyens. Vous êtes citoyen, vous êtes citoyen, vous êtes citoyen. Nous sommes tous des citoyens et ces citoyens ne se caractérisent par aucune identité culturelle, religieuse, linguistique. Ils sont citoyens parce qu'ils sont citoyens. Si demain je reconnais une communauté culturelle dans la Constitution, je lui réponds quoi, moi, au gamin ? Je lui dis, écoute, ta communauté culturelle, elle a le droit d'exister, elle a le droit de citer, puisque d'autres communautés culturelles sont reconnues. Auquel cas, pourquoi je ne reconnaîtrais pas une communauté culturelle bretonne, basque, auvergnate ? Pourquoi est-ce que je ne reconnaîtrais pas une communauté culturelle ? Et c'était la crainte de Badinter, quand il censure la décision de la loi de 91 sur le statut de la Corse, demain musulmane, juive, pachtoune, etc. Quelle communauté n'aurait pas le droit également d'être reconnue ? Je rentre dans une logique qui est une logique fondamentalement communautariste. Si jamais je dis, non mais toi ta communauté, la culturelle, elle ne me plaît pas, parce qu'elle vient d'ailleurs, elle ne sent pas bon. Auquel cas non seulement je reconnais des communautés culturelles, mais je les hiérarchise. Quand on définit juridiquement le racisme, on le définit ainsi. Des communautés culturelles, linguistiques, des communautés de manière générale, hiérarchisées, avec des droits différents selon ma communauté. Donc là, par opportunisme, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Emmanuel Macron arrive en Corse, il veut faire un bon deal et il veut se débarrasser du problème, donc il dit « parfait, c'est bien, on va promettre une communauté culturelle ». On est en train de détruire les fondements de la République. Et même plus que de la République. On est en train de détruire les fondements de toute la pensée politique depuis 1789 et depuis qu'on hérite justement cette conception de l'unité du législateur en lien avec les Lumières. Et ça, dans une sorte, ça commence à bouger un peu quand même, mais d'indifférence généralisée.
Donc en effet, c'est extrêmement grave ce qui se passe actuellement sur la Corse. Et je crois sincèrement que c'est très révélateur qu'un président de la République arrive à Ajaccio, cite le préfet Erignac uniquement pour le lier au commando Colonna, fait une sorte d'ailleurs de télescopage assez étrange entre la résistance au nazisme et le commando Colonna. Je rappelle le contexte, c'est-à-dire qu'au moment des élections présidentielles, on a la mort d'Ivan Colonna, on a la collectivité territoriale qui met ses drapeaux en berne en l'honneur d'Ivan Colonna, dont je rappelle le seul fait de gloire est d'avoir tiré dans le dos d'un préfet de la République. Gérald Darmanin arrive sur BFM et dit « Paty Colonna, même combat ». Et Emmanuel Macron dit « Très bien, on lâche l'autonomie ». Le président de la République revient un an plus tard et il lâche ce genre de choses à Ajaccio. Donc c'est au mieux de la légèreté, au pire du cynisme, en tout cas c'est excessivement dangereux. Parce que toute notre fondation politique là-dessus est remise en cause parce que faut faire un bon deal et il ne fallait surtout pas gêner l'élection présidentielle. Donc voilà, sur ce que je peux vous dire concernant la Corse. Et c'est pas très joyeux, je le crains. Guillaume. Question. J'ai pas lu votre livre. Il va falloir que je le fasse. Oui. Mais le quid des Français de l'étranger, qui est un espèce de truc un peu particulier. J'ai pas vraiment compris le concept. Pour tout vous dire, c'est quand même J'assume ne pas avoir traité ce sujet parce qu'il est un petit peu, il est en effet pas tête d'épingle parce qu'il est évidemment politiquement important, mais sur le côté politique, parce qu'effectivement le côté politique, vous le connaissez si vous posez la question, c'est-à-dire que à l'origine, les Français de l'étranger sont représentés au Sénat, parce que le Sénat représente les collectivités. Alors, le Sénat représentant des collectivités territoriales, c'est récent, ça date de 1958, parce qu'à l'époque, le Sénat représente l'Empire et les collectivités territoriales comme étant le pendant de l'Empire. Et donc, comme on n'est pas encore dans le processus de décolonisation en 1958, on met les collectivités territoriales en vis-à-vis parce qu'il faut justifier le fait qu'un homme n'est pas égal à une voix, étant donné qu'on veut bien garder les colonies, mais on ne voudrait pas non plus être minoritaire au sein de l'ensemble de ce qu'on appelle à l'époque la communauté française, et donc de manière très cynique et très hypocrite, on va faire la représentation des collectivités territoriales et on va rajouter les Français de l'étranger. Donc qui siège au Sénat, je dirais, c'est pas absurde du point de vue de la conception des choses. En 2008, on introduit les représentants des Français de l'étranger à l'Assemblée avec un calcul très politique. Parce qu'ils sont réputés voter à droite. Oui. Et donc Nicolas Sarkozy se dit c'est une bonne opportunité pour obtenir quelques sièges qui de toute façon seront acquis à l'époque à l'UMP. Bon, depuis ils sont passés majoritairement macronistes, mais ça pose un vrai sujet. La représentation au Sénat m'apparaît relativement... Et puis en plus, au Sénat, on a un vote qui est direct. Le Sénat est élu au suffrage universel indirect, sauf pour les représentants des Français de l'étranger. Donc il y a déjà un vote direct pour les sénateurs. Objectivement, les députés des Français de l'étranger, avec tout le respect que je leur dois, et il y en a très très bien, c'est pas du tout individuel et personnel, je crois que dans un monde idéal, on pourrait s'en passer. Voilà. Question ? Pierre-Henri ? Alors j'ai une question constitutionnelle dont je comprendrais que vous ne l'ayez pas traitée dans le livre puisqu'elle n'a pas rapport aux interactions entre les pouvoirs ni même à la source de leur légitimité. Mais quelle est votre position sur un débat qui revient de temps à autre sur la hiérarchie des normes et notamment sur la primauté de la Constitution sur les traités européens que certains, et je crois qu'Arnaud Montebourg en fait partie, voudraient voir constitutionnalisés. Alors vous allez me faire quelques, pas ennemis, mais quelques... Vous allez me mettre en délicatesse avec quelques très bons amis. En fait, je crois que si on veut envisager ce sujet, il faut comprendre ce qu'est l'Union européenne. Parce qu'on ne va pas se mentir, on ne parle pas du traité de libre-échange entre la France et le Guatemala en matière d'échange d'orange. On parle des traités européens et du droit dérivé de l'Union européenne. Bon. L'idée qui est un peu dominante aujourd'hui, c'est on revient sur Nicolo et sur Jacques Vabre. Donc en gros, pour ceux qui ne sont pas des geeks du droit, ce sont les arrêts qui posent la primauté du droit européen
sur le droit français, avec en arrière des arrêts de la CJE, Costa contre Enel, etc. L'Union européenne, c'est un ordre juridique. C'est pas un État. L'Union européenne, c'est un ensemble de normes, et cet ensemble de normes repose, pour être fonctionnel, sur le respect de ces normes. Si je déroge, que les Allemands dérogent, et qu'on ne déroge pas de concert, parce qu'évidemment on peut se coordonner pour déroger, à ce moment-là, le truc s'effondre. Si vous regardez ce qui s'est passé avec la Pologne, des cours qui disent « attention, attention, moi je pourrais déroger », l'Allemagne l'a fait, Karlsruhe l'a fait avec Zolang et Zolang 2, nous on l'a fait en théorisant l'identité constitutionnelle de la France dans laquelle on n'a rien mis, la Cour constitutionnelle espagnole également l'a fait, mais on n'a rien fait avec, on a dit « ah, attention, je pourrais le faire », mais bon, là ça va quand même, parce que bon, ce qui est proposé, c'est bien, ça va, mais je pourrais, hein. Et là, l'Union européenne dit « ouais, tu pourrais, vas-y, essaye ». En revanche, quand les Polonais l'ont fait, là, branle-bas de combat. Parce qu'en fait, vous remettez en cause le fonctionnement même de l'Union, qui est un ordre juridique. Si tout le monde se met à déroger, il n'y a plus d'ordre juridique. Et si jamais les Allemands ne respectent pas, est-ce que moi, là, tout se décompose. Alors, si on est dans une stratégie de décomposition de l'Union européenne, pourquoi pas, d'accord ? Mais si on part du principe qu'on ne veut pas de Frexit, ce qui est un débat, c'est un autre débat, l'idée de « on désobéit », m'apparaît en fait assez problématique et assez utopique. Je crois beaucoup plus, enfin utopique je ne sais pas, en tout cas elle ne peut pas être tolérée par l'Union européenne et nos partenaires. Il faut en avoir conscience. Donc on rentre fondamentalement en crise. Je crois beaucoup plus dans les logiques d'opting out. Ce qu'ont par exemple les Danois. Très bien, il y a une politique là, on n'en veut pas, auquel cas on renégocie les traités pour s'en exclure. Et si vous ouvrez la boîte à opt-out, il y a plein de pays qui vous suivent en fait. Les pays qui ne veulent pas de la politique en matière d'immigration, de la politique en matière sociale, etc. Et que vous ayez une union à géométrie variable, ça m'apparaît aujourd'hui beaucoup plus réaliste et beaucoup plus acceptable à la fois par nos partenaires et par la Commission. Si jamais vous rentrez dans cette logique-là, si la France rentre dans cette logique-là en disant « bon maintenant on arrête », un peu comme l'avait fait Cameron, qui a perdu son référendum sur le Brexit, mais la démarche de Cameron n'était pas idiote. Il dit très bien, moi les traités ne me conviennent pas, je veux ça, c'est ça où je sors. Et donc on lui donne ça, avec des opt-out. Si demain la France fait ça, derrière l'Italie suit dans le quart d'heure, l'Espagne également, d'ailleurs l'Espagne en a sur le marché européen de l'énergie par exemple, les Danois en ont sur l'immigration, les Allemands en voudraient probablement aussi, et donc on se remet d'accord sur les traités et sur des politiques que l'on veut partager ou pas. Là on est suivi. Si vous remettez en cause l'article 55, là vous faites l'unanimité contre vous et ça devient très compliqué de tenir. Donc voilà, je comprends l'idée, je suis personnellement pas convaincu que ce soit la bonne. Voilà. Alain ? C'est à propos de la proportionnelle, je crois que vous avez parlé de l'exemple allemand que vous trouviez particulièrement intéressant. Est-ce que vous pourriez développer ? Parce que ce qui m'est venu à l'esprit en vous entendant, c'est que la stabilité de la politique allemande, elle est essentiellement due au fait qu'il y a qu'il y avait, il faut peut-être dire ça au passé, deux grandes forces politiques qui structuraient la vie politique, les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates. Mais les libéraux pouvaient faire basculer des majorités, surtout au niveau des Länder, mais pas tellement au niveau fédéral. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un troisième larron supplémentaire qui vient perturber le jeu avec une force importante ? Dans le modèle proportionnel, vous avez rarement deux partis. Mais en revanche, vous êtes contraint de construire des coalitions. Et ce dont on se rend compte souvent, c'est qu'en effet, le FDP bascule. Mais il ne bascule qu'une fois dans son histoire. La transition entre Schmitt et Kohl conduit à ce qu'on appelle en Allemagne la défiance constructive et un renversement de majorité en cours de législature. Sinon, vous faites un accord de coalition au début de législature et la législature tient. Et en Allemagne, ça a toujours tenu, sauf cet exemple-là, où là, on a un renversement de majorité. Donc, le fait d'avoir plusieurs larrons n'est pas un problème. Le problème, c'est d'avoir ensuite des larrons qui tiennent ensemble. Et le modèle proportionnel montre qu'en règle générale, ça tient ensemble. Le modèle allemand est intéressant parce qu'en fait, il conjugue... Alors, il est complexe à expliquer, mais
de manière très simplifiée, vous n'avez pas de nombre de parlementaires fixe en Allemagne. Admettons que la CDU-CSU, en parti de droite, fasse 30%. La CDU-CSU aura 30% des députés. Mais ces 30% des députés ne seront pas pris d'abord sur les listes à la proportionnelle. En fait, on dit beaucoup que c'est une dose de proportionnelle, ce n'est pas le cas. La dose de proportionnelle, c'est dysfonctionnel. Pour y revenir, c'est des raisons un peu à la fois sociologie électorale et mathématiques, mais ça ne marche pas bien. Ce n'est pas ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, j'ai des circonscriptions, et donc j'ai un ancrage local de mon parlementaire. Si la CDU-CSU obtient 25% des parlementaires qui sont élus au scrutin majoritaire, eh bien ces 25% des parlementaires iront siéger au Bundestag. Mais à la proportionnelle, elle a fait 30%. Donc où est-ce qu'on va chercher les 5% qui restent? On va les chercher sur des listes. Donc j'ai d'abord des députés élus dans des circonscriptions et je complète avec des députés élus sur des listes. La finalité est proportionnelle. Au final, j'aurai de la proportionnelle, mais le mode d'élection n'est pas forcément proportionnel par liste. Il peut être majoritaire, mais in fine, il y aura quand même 30%. Si jamais la CDU-CSU a élu 35% des parlementaires au scrutin majoritaire, et qu'elle a fait que 30%, comment je fais? J'augmente le nombre de députés. Et en augmentant le nombre de députés, eh bien, proportionnellement, mes 35% deviennent 30%. C'est ça qui est intéressant, si vous voulez, parce que souvent, l'opposition à la proportionnelle part du principe qu'il n'y a pas d'ancrage local des parlementaires. Et c'est quelque chose auquel on peut être sensible, parce qu'en effet, ça favorise la nomenclatura des partis, et je vais être bien placé dans la liste, etc. C'est des arguments qui ne sont pas achetés contre la proportionnelle. Le modèle allemand permet de montrer qu'ils sont dépassables, et que je peux avoir un ancrage local et en même temps de la proportionnelle, d'où l'intérêt de ce mode de scrutin. Voilà, c'est plus complexe, ça passe également par le Länder, etc. Je fais la version simplifiée, qui est déjà pas forcément facile. Je sais que... Il n'y a pas de majorité. Je connais mal l'Allemagne, mais est-ce que finalement ils arrivent à se mettre d'accord pour gouverner ensemble, mais est-ce que c'est dû au mode d'élection, ou est-ce que c'est dû aussi à des circonstances historiques qui font qu'on ne veut pas trop d'aventure? Et est-ce que c'est transposable en France? J'ai pas l'impression que la façon de négocier entre les partis politiques en France, s'il n'y a pas de majorité, mène au même résultat. Il ne faut pas essentialiser les cultures parlementaires, vous savez, ou les cultures politiques d'ailleurs. Si vous regardez les années 50, 40, 30, 20, il n'y a pas de pays qui apparaît comme étant, dont on va dire que la culture parlementaire est la plus rétive qui soit à toute forme de personnalisation de la vie politique. La France est un pays qui apparaît comme un pays où justement il n'y a pas vraiment de chef possible. Et personne ne se dit de manière claire que tout d'un coup, on peut avoir un système présidentiel comme aujourd'hui. En fait, c'est les institutions et les modèles institutionnels qui forment les cultures politiques. Aujourd'hui, je n'ai pas intérêt à une coalition. On dit beaucoup, oui, mais on pourrait former une coalition entre LR et la majorité. Mais pourquoi voulez-vous former une coalition? Si vous êtes Éric Ciotti, ou si vous êtes Laurent Wauquiez, mais pourquoi voulez-vous former une coalition? Vous allez assumer le bilan d'Emmanuel Macron en 2027? Mais non. Si vous voulez exister demain, il faut que vous incarniez l'alternative et donc l'alternance. Donc ce n'est pas une question de culture politique, on a envie de négocier ou pas envie de négocier, on n'a pas intérêt à négocier. Parce que le modèle institutionnel me pousse à ne pas négocier. Parce que le modèle de l'alternance radicale lié à une présidentielle, si demain je gagne les présidentielles, je n'aurai pas besoin des marcheurs. Si demain Laurent Wauquiez est président de la République, il envoie ses députés et il espère avoir une majorité absolue. Pourquoi j'irais m'embêter à assumer le bilan d'Emmanuel Macron? Donc LR n'a absolument aucun intérêt à rentrer dans une logique de coalition. Vous voyez que là-dessus, ce n'est pas des cultures politiques. Il y a d'autant moins intérêt que le président procède par débauchage et pas par alliance. Bien sûr, mais quand même il le voudrait, au début Elisabeth Borne avait pour but de sonder, ils n'y ont pas intérêt, pas plus que les socialistes n'y ont intérêt d'ailleurs. Personne n'a intérêt à se retrouver comme partenaire minoritaire d'une coalition en France. C'est suicidaire. Et donc, évidemment, vous n'avez pas de coalition.
Dans un modèle à la proportionnelle, la coalition est nécessaire. Et comme vous n'avez pas d'effet majoritaire, etc., pas de président qui tout d'un coup, s'il est élu, va avoir une majorité absolue, là vous êtes plus amené à vous allier et à former des coalitions en disant « Très bien, mes électeurs m'ont confié un mandat, je vais rentrer dans un programme de coalition, je vais obtenir ça, ça, ça. » Et donc je pourrais dire aux prochaines élections « Regardez, j'ai participé à une coalition, mais j'ai obtenu ça, 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 et donc revotez pour moi, et si jamais je suis plus fort, j'imposerai mieux. » La logique institutionnelle, liée pour le coup au mode de scrutin, va avoir un impact ensuite sur les stratégies des partis. Et donc, voilà, attention à vraiment pas essentialiser les cultures politiques. Et en Allemagne, je peux avoir des gouvernements minoritaires. Hein. La loi fondamentale allemande est structurée de telle façon que je peux avoir des gouvernements minoritaires et que ça se passe pas si mal. Idem d'ailleurs en Italie, en Espagne, hein, c'est relativement commun. Donc, voilà, c'est loin d'être ingérable en tout cas. Olivier, une ultime question parce que l'heure s'avance, mes chers amis. Je voulais revenir sur une des premières questions de Bertrand sur le rôle du président de la République, ou du chef de l'État. On préfère peut-être d'ailleurs un peu mieux ce terme. Donc, quelque part, il a donc un rôle d'assurer le bon fonctionnement du service public, des institutions. Il a, deuxièmement, vous l'avez indiqué, une capacité d'arbitrage, mais qui est limitée de la Constitution par rapport aux différentes formes de l'État. Elle est relativement forte par rapport au gouvernement, moins forte par rapport au Parlement et encore moins forte sans doute par rapport à l'ordre judiciaire. Et pour nous, en tout cas, c'était la question de Bertrand, il a en plus le souci du long terme, c'est-à-dire c'est l'homme qui se projette au-delà des 5 ans de fonctionnement d'un gouvernement. Alors, vous avez cité le cas de la défense qui est très intéressant parce qu'on dit classiquement le chef de l'État, c'est le chef des armées. En réalité, pas tant que ça, comme vous l'indiquiez, en tout cas en France. Prenez le cas de l'Espagne ou prenez le cas du Royaume-Uni, il n'y a pas de débat. Je veux dire, un gouvernement qui se mettrait entre le monarque et l'armée perd. L'armée, par construction, au Royaume-Uni, en Espagne, elle est derrière le monarque. Oui, elle est derrière le monarque. Le monarque ne lui donne pas non plus d'indication sur la politique qu'elle a à suivre. Mais le choix de l'armée en Espagne et au Royaume-Uni, peut-être d'ailleurs en France aussi, elle sera derrière le chef de l'État. Donc la question est de savoir comment un chef de l'État peut assurer cette fonction du long terme, ce choix du projet à long terme, sans bousculer les institutions. Parce que le gouvernement a son rôle, évidemment. Et comment ça se construit, ça? On le voit bien dans le domaine diplomatique, on le voit dans le domaine militaire. Il y a plein de sujets qui sont des sujets de long terme. L'éducation est un sujet de long terme, incontestablement. Ce n'est pas un sujet qui se gère en 5 ans. La planification économique est un sujet de long terme. On a envie de mener une planification économique. On est sur des échelles de temps de 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. L'armée, la défense nationale est un sujet de long terme. On l'a bien vu avec notre programmation militaire. Donc, comment est-ce qu'un chef de l'État assure cette fonction du long terme sans rompre avec le système constitutionnel tel qu'il est aujourd'hui? Si vous voulez, c'est la grande difficulté. Ça induit de penser toujours cette question de comment est-ce qu'on élit et pourquoi on élit un chef de l'État. Si on l'élisait au suffrage universel indirect, ce serait plus simple. Parce que là, les parlementaires pourraient désigner un personnage relativement consensuel qui serait a priori moins dans le jeu politique, comme c'est le cas dans beaucoup de régimes parlementaires européens, en Italie, en Allemagne, etc. Si vous voulez l'élire au suffrage universel direct, il faut ruser. Pour ruser, d'où les modes de scrutin un peu tarabiscotés que je peux proposer, d'où également le fait de découpler le scrutin présidentiel, ou au contraire de le faire le même jour pour que la campagne n'ait pas lieu sur les mêmes bases. Et que lorsque j'élise un président de la République, je ne me dise pas « non mais je l'élis pour régler mon problème de punaise de lit ». Je caricature. Mais si je l'élis en pensant qu'il aura une majorité derrière et qu'il va régler
le problème du logement, le problème de l'inflation, le problème des punaises de lit, le problème, etc., je les lis pour des problématiques qui sont plutôt du domaine du gouvernement. Si jamais je me dis qu'il n'aura pas de pouvoir sur ces sujets-là, je ne pourrais pas lui reprocher le fait que mon loyer est trop élevé. Je ne pourrais pas lui reprocher le fait que le traitement des fonctionnaires, relevons le point d'indice, est trop bas. Et donc, à ce moment-là, je vais les lire pour autre chose. Je vais faire campagne sur autre chose. Donc, le problème, si vous voulez, est paradoxalement en la matière l'omnipotence présidentielle. Oui. Parce que si le président est omnipotent, je vais plus penser à mon pouvoir d'achat ou aux sujets qui vont être les sujets du moment, sécurité, immigration, ce que vous voulez, plutôt qu'aux sujets de long terme. Donc là, il y a un vrai, paradoxalement, évider un peu le pouvoir très journalier du président de la République est une façon d'en faire une institution du long terme. Après, pour rentrer un peu plus dans la technique, mais ce que je propose notamment dans le livre, c'est de lui donner un pouvoir très résiduel en matière de nomination des membres du gouvernement sur tout un tas de sujets, mais de lui donner en revanche un rôle plus important en matière de nomination du garde des Sceaux, de nomination du ministre des Affaires étrangères, pour que là-dessus, il y ait une vraie cogestion entre l'Élysée et Matignon, et qu'on puisse avoir une codirection sur ces thèmes-là, avec justement une vision qui soit une vision plus structurelle de long terme. Et en revanche, sur les autres politiques, que ça lui échappe totalement, parce que c'est pas le but de la fonction. Donc voilà. Mais dès le moment où vous les lisez au scrutin, au suffrage universel direct, on est toujours dans un jeu très très fin et très compliqué. Mais je reviens là-dessus. Finlande, Autriche, Portugal, nous sommes une exception en fait, y compris parmi les pays qui élisent au suffrage universel direct leur président. Partout ailleurs, il n'est pas le monocrate, pour utiliser un mot dont je ne sais pas exactement s'il existe. Exactement, sinon il aurait été temporairement torturé ce soir, qu'il est en France. Voilà. Chers amis, merci beaucoup. Merci à vous. Nous recevrons à nouveau Benjamin à la rentrée, puisqu'il va publier une histoire du parlementarisme. Tout à fait. Monumental, d'après ce que j'ai entendu dire. Il est plus épais que celui-là, en effet. Nous aurons donc à reprendre toute la question de l'histoire du parlementarisme.